Bonjour, nous sommes le 21 mars. Normalement, hier c'était le printemps. C'était le printemps hier. Nous sommes, on va dire, en plein premier jour euh, de printemps. Bien que normalement c'était annoncé hier le printemps, le 20. Mais nous y sommes le 21 mars. Nous y sommes au printemps. Maintenant, on peut dire, pour les sceptiques, bon, qui se disent, bon, c'est le 21, bah, il n'y a plus de scepticisme pour tout le monde. Le 21, on est bien au printemps. Bien que, bon, c'était hier, mais enfin bref, le 20. Euh, Ceci étant dit, bon, on a d'excellentes journées avec des éclaircies qui sont parfaites. Il n'y a rien à dire là-dessus. Déjà en matinée, les températures, elles se sont rehaussées. C'est vrai qu'on avait du froid. Là, on avait des éclaircies et du froid. Attention que fin avril, enfin, on a connu quand même presque un bon mois d'éclaircies, hein. Un bon petit mois d'éclaircies. Voilà, il y a eu des interruptions, mais ce qui était un petit peu plus difficile, c'est voilà, le froid. Le froid, il y en avait. Mais maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'on a même hier, il faisait des températures, on pouvait sortir, on avait un réchauffement. On avait un réchauffement. Donc ce froid, ce bribe de froid qui restait, bon, qu'on ressentait malgré qu'il y avait des éclaircies, ben, euh, il y avait voilà une différence entre ce qu'on voyait et ce que, je veux dire, nos corps percevaient au niveau de la température. Il y avait du froid et des éclaircies. C'était un petit peu étrange, parce que bon, un temps comme ça, on croirait qu'il y a des soleils. Mais non. Par contre, hier et avant-hier, bon, les températures sont nettement rehaussées et on sentait une petite forme de chaleur. Une petite forme de chaleur qui était agréable. Et depuis un petit moment, je veux dire qu'on n'avait plus cette chaleur-là, ben, elle est apparue, elle a pointé le bout de son nez, euh, justement, euh, proche du printemps. Bah, déjà en hiver, on avait ça, hein. On avait quelques jours quand même, un petit peu de réchauffement. Mais ici, on est en plein dedans. On a une température qui est rehaussée avec des éclaircies. C'est magnifique. C'est un temps magnifique pour le mois de mars. Parce que bon, on ne connaît pas ça tous les mois de mars, hein. Le mois de mars, avril, généralement on connaît les giboulées et le froid il persiste, hein. Il persiste en avril. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, maintenant, ici, je vais voir une vidéo qui va voir toujours les, les robots, donc les robots manipulateurs. Mais cette fois-ci, je vais voir la transformation de référentiel cartésien. Alors maintenant, ce qu'il y a, j'ai déjà vu tout ça, hein, mais enfin bref. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais appliquer les notations qui vont être standardisées. Donc il y aura plus, je ne vais plus appeler ça IJK ou E1, E2, E3 ou voilà, comme vous voulez. Non, on va appeler ça, on va mettre des notations plus standardisées. Voilà. Et alors les notations de changement, tout va être standardisé ici, de manière à ce que l'écriture soit compréhensible par les roboticiens, ceux qui font de la robotique. Enfin, ceux qui manipulent la robotique, ceux qui étudient la robotique et ceux qui travaillent sur la robotique et qui font voilà, des travaux sur les robots, et qui travaillent les robots. Donc la robotique. Encore une fois, la robotique c'est vaste, hein. C'est comme un petit peu l'électronique, c'est vaste, la mécanique c'est vaste. Il y a différents domaines, sous-domaines. Voilà, c'est comme les mathématiques, hein. Il y a la géométrie, voilà, géométrie analytique dans le plan, il y a la trigonométrie. Ben, la robotique, c'est la même chose. Il y a ceux qui vont concevoir des robots, il y a ceux qui vont les monter, il y a ceux qui vont voilà, les dépanner. Euh, voilà, c'est tout un monde, hein. C'est toutes des personnes. Je veux dire, je vois mal quelqu'un qui fabrique le robot. Maintenant, si c'est un robot d'étudiants, bon, c'est pas la même chose qu'un robot voilà, industriel, hein, qui n'a rien à voir. Robot d'étudiant et robot, ça n'a rien à voir du tout. Voilà, le robot industriel qui est ainsi appelé, ben, je veux dire, c'est plutôt quelque chose de très complexe, hein, très complexe au niveau voilà, de, de, de sa mise, de sa mise voilà, en- de sa création, on va dire de sa création. Parce que là-dessus, on a toutes des cartes électroniques basées sur, on va dire, c'est basé sur
beaucoup de choses, énormément de choses. Énormément de choses, notamment, comme je vous ai toujours dit, on peut retrouver de la logique floue, on peut retrouver euh, de la régulation, de l'automatisme, voilà, avec des régulations PI, PID, voilà, proportionnelle intégrale dérivée, etc., etc. On peut, voilà. Donc, c'est pas donné à tout le monde de, voilà, de programmer, je veux dire, quelque chose de voilà, qui va concerner le robot industriel. Pas confondre un robot industriel d'un robot étudiant. Un robot étudiant, bon, je veux dire, ça peut se faire en un temps de mouvement, euh, contrairement au robot industriel qui, lui, bon, nécessite pas mal de gens derrière. Notamment, il doit avoir une sécurité, il doit avoir. Voilà, et alors, on assure une qualité de service au niveau du robot. C'est-à-dire que le robot, il ne faut pas qu'on le mette en place et puis après, voilà, il commence à, à rouiller, voire à faire des frottements, à frotter, voire à s'user très vite. C'est pas ça. C'est justement étudier l'étude du robot industriel. C'est toute une étude faite et mise au point. Voilà, c'est une mise au point qui va faire en sorte que le robot doit être quelque chose de robuste, voilà, de qualité de service et qui va rendre vraiment les services qu'on attend de lui. C'est pas qu'on va le mettre en place et puis après, 3 mois après, ça y est, il y a déjà une pièce qui est usée et il y a voilà, des joints qui fuitent et voilà. Et, au niveau de l'huile, parce que bon, on peut avoir des composants aussi pneumatiques, voire hydrauliques. Voilà, ça dépend les charges qu'on doit prendre. Si c'est des grosses charges, on va mettre voilà, des composants hydrauliques. Voilà, et beaucoup de choses. On peut mettre beaucoup de choses. Hein. On peut mettre des pinces, on peut mettre voilà, des bus en sortie. Euh, et alors bon, tout ça, ça va. On a des produits tels que voilà, on peut avoir de l'air comprimé qui passe. Parce que je veux dire, si ça demande de l'air comprimé, on va avoir de l'air comprimé. Si ça demande de la peinture qui doit passer, on va mettre de la peinture. Voilà, si ça doit souder, ouais, je veux dire, il faut penser à un système qui puisse souder. Ouais. Alors les soudures, on a tous les types de soudure, hein. À l'arc, automatique, semi-automatique. Et, enfin, voilà, on a beaucoup de types de soudure. Donc il faut adapter ça à l'engin qui est le robot. Donc, je veux dire, c'est un travail de groupe. Hein. Pour créer un robot industriel, c'est un travail de groupe. Donc on va retrouver il y aura des designers, des dessinateurs, voilà, il y aura des ingénieurs, il y aura toutes sortes. Il y aura toutes sortes de corps de métier, il y aura des techniciens, et ainsi de suite. C'est ça que je veux dire. Bon, il y aura pas mal de monde derrière un robot. Voilà. Et donc, le robot, ça a son coût. Quand on va le vendre, ben, il faut qu'il il puisse satisfaire au client. Au niveau, quand je dis satisfaire, c'est au niveau prix, euh, qualité, prix et service rendu. Ce qui rend les services correctement. Ce qu'il est de qualité. Voilà. Alors la qualité, il peut en avoir plusieurs sortes. Hein. Il peut y avoir plusieurs sortes de qualité. On parle de quoi? Qualité de service? On parle de quoi? Qualité de service rendu? Qualité de la machine en elle-même? Qualité de... euh, on peut travailler. La qualité, c'est un mot qui passe partout. Donc il faut voir de quelle qualité qu'on parle. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, donc je vais voir des notations standards. Et donc ici, je vais voir la translation. En notation standard ou en translation. Il faudra adopter ceci, je veux dire, pour les écritures. Alors, bien sûr, je vais considérer deux référentiels cartésiens. Bon, en voici un premier. En voici un second. Alors, je vois ici la translation. Hein. Je vois rien d'autre. Translation. Eh bien, si j'appelle ce repère-là x1, alors j'aurais pu l'appeler x1, x3, mais on ne fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut, donc je vais standardiser les choses pour que travailler toujours avec ces appellations-là. Alors, quand il y aura plusieurs repères, alors ici c'est indicé. On a les indices 1, voilà. Là on a les indices 2. Vous voyez,
l'appellation. Ici, j'ai un référentiel R1, là un référentiel R2. Donc là, les appellations c'est Y1, enfin Y2, je me suis 2 et 2. Pourquoi? De telle façon, quand vous voyez 2, ben, ça a à voir avec le référentiel R2. Quand vous voyez l'indice 1, ça a à voir avec le référentiel R1. C'est aussi simple que ça. Bon, ça, c'est la première des choses à voir comme standardisation. Alors, comment va s'appeler le vecteur? Eh bien, regardez bien ici. Je vais mettre le référentiel, il a pour origine au 1. Alors que le référentiel 2, il a pour origine au 2. C'est indicé. Et alors ici, bien sûr, je dois mettre les composantes. Les composantes, je m'excuse, les vecteurs. Ce sont les vecteurs. Les vecteurs de la base. Que je vais appeler x1, y1, z1. Donc, il faudra suivre ceci. Il n'y a plus de ijk, il n'y a plus de e1, e2, e3. Ce sera x bar 1, x bar 2, x bar 3. Alors, le vecteur, on ne va pas le noter avec une flèche. Pour faciliter la tâche, c'est plutôt une écriture mathématique vectorielle. Ça, c'est une écriture mécanique vectorielle. Et ça, on peut retrouver ça aussi en mathématiques, mais enfin bref. Notamment en géométrie. Mais l'écriture algébrique vectorielle, elle est comme ça. Si vous faites des mathématiques et vous voyez les vecteurs, on va mettre une barre au-dessus. Alors, ça signifie vecteur, hein, ce qui vient d'un espace vectoriel. Maintenant, si vous faites de la géométrie, vous allez plus mettre, voilà, ceci, une flèche. Donc, c'est le moment de voir les notations, voyons-les à fond. Ben, ici, on va mettre les vecteurs x2, alors quand vous voyez une barre, c'est des vecteurs. C'est aussi simple que ça. Donc, ça fait partie de la notation standardisée, c'est que quand vous verrez une barre, ben, ne pas oublier votre barre. Hein. Parce que parfois, assez souvent, on oublie les barres. Donc essayez de ne pas oublier les barres. Parce que sinon, ça fait référence à l'axe lui-même qui est, si vous oubliez la barre sur x1, vous allez croire que c'est l'axe OX1, alors que non, c'est le vecteur x1. OX1 ou x1. Alors la translation ici, voilà, ça c'est le vecteur de translation. Alors la translation, je vous rappelle que c'est une liaison prismatique qu'on va noter comme ceci. Alors que la rotation, c'est une liaison rotoïde. Alors son repère, par exemple si je prends celui-là, ce repère on essaie de le mettre au centre. Vous allez chercher un centre. On va dire le centre de gravité. Au centre de gravité, vous y placez le repère. Au centre de gravité, vous placez le repère. Et là, vous pouvez indiquer qu'on aura un mouvement de translation, qu'on appelle T. On aura soit des translations, soit des rotations. Voilà. Donc vous voyez qu'on a deux référentiels cartésiens, R1 et R2. Alors, comment on a des axes orthonormés, ils sont orthonormés, et ça, c'est une règle qu'on va adopter. On va travailler avec des repères orthonormés. On n'aura que des repères orthonormés. On ne va pas faire des repères qui font n'importe comment. C'est-à-dire, on ne va pas mettre un repère, voilà, comme ceci. Par exemple. Hein. Ça, on va éviter ça. Et on évitera. Au niveau standardisation, on va se dire que ça, on peut pas. On peut pas. On va prendre des repères orthonormés. Ce qui veut dire que si ce sont des repères orthonormés, mais qu'est-ce qu'on a? Comment il y a une translation x1 parallèle. Alors le vecteur de translation, vous aurez compris que c'est O1, O2. On a un vecteur O1, O2. Alors, x1 parallèle à x2, y1 parallèle à y2 et z1 parallèle à z2. Pourquoi? Parce qu'on a des vecteurs, on a une translation et on a des vecteurs qui sont, enfin on a des axes orthonormés. Donc perpendiculaires, et qui suit bien sûr le ROD. Hein. ROD, c'est un repère orthonormé direct, ou si vous voulez un repère droitier, là ce sera un ROD ou un repère
ce qu'on appelle en mathématiques un repère droitier. Voilà. Et donc, dès le moment où vous tournez I vers J avec un tire-bouchon, c'est la règle du tire-bouchon, voilà, ou la règle du petit bonhomme d'Ampère. Voilà. Dès le moment où vous tournez I, un tire-bouchon de I d'x1 vers x2, vous aurez z1. Si vous tournez x2 vers y2, vous aurez voilà, z2, par règle de tire-bouchon. Voilà. Donc, là, vous voyez il faudra respecter tout ça. Il faut respecter qu'on prendra toujours des repères orthonormés directs, ou si vous voulez en mathématiques ce sont des repères droitiers. Il faudra respecter que voilà, on a des repères orthonormés, ce sera toujours des repères orthonormés, il n'y a pas un repère qui va ressortir étrange par rapport aux autres, tous les repères sont orthonormés. Ça veut dire que si vous avez une translation, ben, on aura une translation directe, hein, O1, O2, qu'il n'y a pas eu de rotation intermédiaire. Hein. Parce que si on a une rotation intermédiaire, c'est normal qu'il n'y a plus de parallélisme. Mais voilà. Alors ici, x1 parallèle x2, y1 parallèle y2, z1 parallèle z2. Alors maintenant, on va parler en termes de coordonnées vectorielles. Coordonnées vectorielles d'un point P dans le repère R1. Alors, une coordonnée vectorielle s'écrira. Attention, j'ai bien dit s'écrira. Ça va être une notation standard. Alors, c'est du vectoriel. Hein. Une coordonnée vectorielle du point P. Coordonnée vectorielle du point P va se noter comme ceci. Je dis les vecteurs. Ici, on va bannir la flèche pour éviter d'écrire. Voilà, d'aller toujours chercher une flèche. Voilà, et encore, parfois, on ne sait pas dessiner les flèches correctement. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, pour dire qu'il est dans le repère R1, on mettra, par rapport au repère R1, on mettra R1. Alors, j'irai même plus loin. On n'écrira pas R1. On va simplifier. On va écrire OP 1. Et voilà. Donc là, c'est les coordonnées vectorielles du point P dans le repère R1. Alors, ce qui est adopté, c'est celui-ci. C'est la deuxième écriture. C'est pas la première. Alors, la première est plus explicite, mais on simplifie. Ici, on va pas, la simplification se résume à ne pas mettre de flèches, parce que les flèches, bon, il faut chaque fois les faire, les dessiner. En plus de ça, le R1, on ne mettra pas R1, mais on mettra 1. Ce qui veut dire que les coordonnées alors si j'écris les coordonnées vectorielles du point P dans R2, ben, il suffit de changer. Ici, ce sera dans le repère R1. Ici, on est dans le repère R2. Et donc là, il faut changer ceci et mettre 2. Et là, on a dans R2. C'est les coordonnées vectorielles du point P dans R2. Donc, l'écriture va se résumer, si vous voulez. On va écrire ceci comme ça, et ceci comme ça. Alors, maintenant, la transformation, elle est aisée. Hein. Elle est aisée. Pourquoi? Parce que je connaîtrai on a la connaissance. Qu'est-ce qu'on a comme connaissance? Ben, on a la connaissance de OP, voilà, dans le repère R2. Voilà, dans le repère R2, on connaît le P. C'est par rapport au repère R2. On a la connaissance, bien sûr, de O et de O'.
Donc là, on a effectué une translation plus coordonnées de O. Oui, attention que c'est pas O', je m'excuse. Je fais une erreur ici. C'est une erreur parce que j'ai adopté une standardisation. Je peux pas dire O', mais plutôt O1, O2. Je dois adopter, je vais me forcer à faire ceci. Je dois me forcer à faire ceci. Je peux pas mettre de O'. Ici, il n'est pas question. Je me demande si je mets un O' ici. O1, O2. Ouais, non, j'ai pas mis O. J'ai mis O1, O2, c'est bon. Il n'y a pas de prime. Ici, il faut bannir le prime. Parce que vous devez voilà, adopter les conventions qui sont les suivantes. Hein. Vous devez standardiser vos écritures. Alors maintenant, on a la position par rapport à OP dans le repère 1. Donc, on connaît le P, la position du point P. Bon, je vais juste redescendre le tout. Je vais recommencer mon dessin pour mieux voir. On va voir les coordonnées positionnelles. Alors, je vais rechercher mon repère. Ici. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'un repère. Alors ça, je vais retirer la règle du tire-bouchon. La direction du changement, je la connais pas. Parce que j'ai pas encore mis le deuxième repère. Alors ce que je peux faire, c'est juste copier celui-ci. Supposons qu'il soit là. Alors celui-ci. Alors c'est un vecteur. Hein. O1, O2, c'est un vecteur. C'est une coordonnée positionnelle. C'est une coordonnée positionnelle. Donc vous êtes obligé de mettre ici une flèche. Alors le point P, supposons que je vais le mettre ici. Je vais mettre le point P ici. Là, on aura aussi une coordonnée positionnelle donnée par rapport à O1. Voilà, c'est ce qui est ici. Alors, ce qui est en mauve, c'est ceci. Et on a la coordonnée positionnelle par rapport à O2. Oui, il faut que je change. J'ai pas encore terminé de changer mon deuxième repère, puisque c'est pas 1, 1, 1. Là, ici, c'est... Donc ici, on aura le repère R1, O2, X2, Y2, Z2. On aura le repère R2. Et là, on a la coordonnée positionnelle. OP 1.
OP dans le repère 2, coordonnées positionnelles du vecteur OP par rapport du point P, coordonnée positionnelle du point P par rapport au repère R2, la coordonnée positionnelle du point P par rapport au repère R1 et la coordonnée positionnelle de O' par rapport à, enfin de O1, O2, de O2 par rapport à R1. Enfin, de O2 par rapport à O1, de O2 par rapport à O1. Donc ici, et c'est ce que je vais mettre maintenant. C'est la coordonnée positionnelle de O2 par rapport à O1 dans le repère 1. Attention qu'ici, j'ai oublié quelque chose. C'est par rapport au repère 1. Et voilà, en quoi se résume la, la coordonnée positionnelle d'un point. Et alors maintenant, notre dernière écriture, une fois qu'on a ceci, on sait écrire par projection, on sait avoir les coordonnées. Alors là aussi, les coordonnées, on ne devra pas écrire ce qu'on veut. Voilà. Il y aura, ce sera le X. Il faudra respecter toujours ceci. Hein. C'est toujours la même chose. Il faudra respecter ceci. On aura bien sûr le X, le Y, le Z. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, on a le point P. Ça concerne le point P. Ensuite, ça concerne le repère 1. Et voilà, l'écriture devra être standardisée comme ça. Donc, on aura là, c'est le X, Y, Z, plus, X, Y, Z. Alors, bien si ici, c'est toujours le point P, le point P, le point P, par rapport au repère R2. 2, 2, 2. Alors, pour éviter qu'on ait en standardisation, c'est pas bon ce que j'ai fait parce qu'on pourrait croire que c'est le point P1 et le point P2. Pour éviter de croire que c'est le point P1, P2, je vais mettre une barre. Je mets une barre. Sinon, on va croire que c'est le point P1, P2. Voilà, donc là, c'est pour vous dire que c'est par rapport à un référentiel, c'est pas un point. Voilà. Et là, on a une bonne standardisation. On aura 1, 1, 1, 2, 2, 2. Voilà. Et, dernière chose, ce sera le X, Y, Z du point O1, O2. Ben, on fait la même chose. On fait la même chose. Donc on va regarder par rapport... ouais, attention qu'ici j'ai fait une erreur quelque part. Parce qu'il n'y a pas de O. Il n'y a pas de O, c'est O1. O1. Il n'y a pas de O, c'est O1. Oui. Depuis le début, j'avais oublié un indice. Ouais. Vous voyez que j'ai fait moi-même une erreur. Hein. J'ai oublié des 1 dans le repère. C'est O1P. O1P. Dans le repère O1 et O1. Oui, ici, c'est parce que je fonctionnais sur un seul repère qui contient O. Il n'y a pas de distinction, c'est pour ça que j'ai mis
au 1. Généralement, quand on fait une translation, c'est par rapport à quelque chose. Donc il y a deux repères. Hein, deux repères. Donc ici, moi j'ai considéré que bon, j'avais que un O. Mais en fait, non, j'ai O1, O2, puisque je fais une translation de repère. Voilà. Le repère, voilà. Avant le repère translaté. Donc il faut O1. De toute façon, ici, j'ai pas terminé ma vidéo. Donc je complète ce qu'il faut compléter, mais c'est vrai qu'il manque un, je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut suivre toute la vidéo. Parce que si je fais des erreurs en début, que je les corrige à la fin, bon, ceux qui coupent la vidéo en plein milieu, et je veux dire, il va y avoir des erreurs. Mais ça, c'est pas mon souci, parce que moi, je fais la vidéo jusqu'à la fin. Je ne demande pas à ce que je veux dire, voilà, les gens regardent une partie de la vidéo. S'ils regardent une partie de la vidéo et qu'ils voient des erreurs, c'est leur problème. C'est leur problème. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Tout le traitement, je veux dire, euh, la, je veux dire la discussion, elle a lieu jusqu'à la fin. Elle n'a pas lieu, je veux dire, au milieu, et puis la fin n'a plus rien à voir. Non, c'est une discussion qui tient lieu du début à la fin. Donc s'il y a des corrections à faire, et que je rends compte qu'il y a des corrections à faire par rapport au début, ben, il faut regarder toute la vidéo. Donc c'est pour ça que moi je me décharge d'une personne qui regarde au début et puis qui retient des erreurs. C'est pas mon souci, parce que moi, si je fais une vidéo qui va jusqu'à la fin, c'est pour être vu jusqu'à la fin. Si les gens ne regardent pas jusqu'à la fin, qu'il y a des erreurs qui s'installent au début et qui sont corrigées par après, ben, voilà, je m'en décharge. On va dire ça comme ça. Donc ici, effectivement, j'avais oublié le 1. Ici, j'avais oublié le 1. Là, maintenant, tout y est. Oui, j'ai oublié le 1 là-bas. Je l'ai oublié partout, en fait. Non, ici, attention que c'est... Ouais, attention à ça. Oui, attention que c'est O2P là-bas. Par rapport au repère R2, c'est O2. Ici, c'est par rapport à O2. Voilà. O1P par rapport au repère R1, O2P par rapport au repère R2. Donc là, est-ce que j'ai fait là? Ouais, donc ici, je me suis trompé. O2P par rapport à R2, O2P par rapport au repère R2. Là, ça c'est bon. Maintenant, tout est corrigé. C'est bon. Tout est bon. Donc, ce qui veut dire ici, j'ai pas O1, mais O2. Voilà. Et maintenant, faisons le dernier. Ben, c'est X. Alors, XO2, c'est le point O. Mais attention que c'est le O2. C'est O2. Et là, je dirais, par rapport au repère 1. Voilà. Et il manque encore quelque chose. Tout se fait simultanément. C'est-à-dire que vous devez mettre obligatoirement une accolade. Puisque tout se fait simultanément. Et là, maintenant, vous avez vraiment toutes les écritures correctement bien mises. Voilà, tout y est, le vecteur, tout y est, ici. Ça, c'est au niveau vectoriel. On va écrire au niveau vectoriel. Et là, c'est au niveau cartésien.
Donc on va écrire sa transformation au niveau vectoriel de là. Donc je vais l'écrire, hein. Un petit instant. Transformation. Alors, quand on fait une transformation de translation, il y a toujours un vecteur de translation. Transformation de par translation. Alors, de deux choses l'une. Ici, soit j'ai mis ici au départ un repère spatial. Donc, ça concerne l'espace. Hein. Mais on peut avoir une translation dans un plan. Voilà, c'est assez simple de le faire. Ce qui est un peu plus compliqué de le faire, justement, c'est dans l'espace. Parce qu'il faut tout dessiner. Si vous dessinez tout sur AutoCAD ou dans un logiciel de dessin 3D, bon, il faut tout dessiner. On peut faire les transformations dans un logiciel, enfin, dans un outil de conception, de dessin assisté par ordinateur. On sait faire ces translations et ces rotations. Maintenant, on peut le faire dans le plan pour autant qu'il n'y a pas des mouvements qui se font dans une certaine vue. Voilà, si on a voilà, des mouvements plans, voilà, par exemple, je prends des barres. Par exemple, je veux prendre des barres comme ceci. Je vais faire dans une page à part. Donc tout d'abord, la première remarque, c'est que une translation, ça nécessite toujours un vecteur de translation. Voilà, vous avez un point A, pour avoir un point B, il faut un vecteur de translation que je dois appeler T. Voilà. Il faut toujours un vecteur de translation. Et là, on connaît la direction et le sens. Alors, on va faire le point A va se déplacer parallèlement au vecteur T avec un module donné par le vecteur T. Donc c'est-à-dire qu'il suffit de faire un jeu de parallèle. Et là, vous avez le point A. Le point A prime et on va dire l'image du point A par translation de vecteur T. Alors, c'est une transformation du plan. Alors, on peut faire des transformations dans l'espace. Parce qu'il existe. Voilà. On peut faire ça sur une droite, dans un plan, dans l'espace. Alors, je disais que si vous faites. Supposons que je prends un élément simple, une rotation de ceci. Ben, ça, je peux le faire dans le plan. Hein. Je peux le faire dans le plan. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le plan. C'est dans l'espace. Obligatoirement, on est obligé de dessiner dans l'espace. Parce que dans le plan, ça ne va pas, parce qu'il y a une composante en Z, voilà, qui est prise en compte. Alors que là, dans le plan, la composante en Z, on n'aperçoit pas. Donc pour ça, il faut aller voir dans l'espace, dessiner dans l'espace et faire la translation ou la rotation spatiale pour voir s'il y a, voilà, et ça arrive quand on a un changement. Par exemple, ici j'ai une rotation, puis à un moment donné, hop, voilà, j'ai un changement de direction au niveau de la rotation. Et vous voyez ici, vous avez une rotation comme ça, et puis il y a une rotation comme ceci. Ça change, voilà, ça change tout. Hein. Alors on peut repartir comme ça pour un robot. Alors ici, ce serait par exemple le sol. Et généralement, après le sol, c'est la base. Alors je vous rappelle qu'un robot, c'est dénommé par, voilà, on a la base, la taille, voilà, le bras, l'avant-bras, le poignet, le coude, le poignet, etc. Donc on peut faire des translations, des rotations dans le plan. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, parce qu'il n'y a que deux composantes. Maintenant, s'il y a une direction, il y a un changement en rotation, en translation. Là, il faut dessiner dans l'espace et là, il faut tout décomposer. Ça devient plus difficile de dessiner dans l'espace parce que ça prend du temps. On va dire que ça prend du temps. Alors, je disais ici, on a une transformation par translation, transformation spatiale, c'est ça que je voulais dire, et pas dans le plan.
On a une transformation spatiale par translation de vecteurs au 1, au 1, au 2. Donc le vecteur de translation, vous voyez où il est. C'est au 1, au 2. C'est une translation de vecteurs au 1, au 2. Et donc, dans ce cas-là, le point P, ben, il est vu de deux façons. Le point P est vu dans R1, mais il est vu aussi dans R2. Et les coordonnées ne sont pas les mêmes. Les coordonnées ne sont pas les mêmes. Ça varie. Les coordonnées sont variables. Si P, si le repère 1 bouge, ben, P va avoir ses coordonnées dans R1. Si c'est R1 qui bouge, P a de nouvelles coordonnées dans R1. Voilà. Mais s'il est fixe dans R2, c'est relatif, hein, c'est des mouvements relatifs. Hein. Si P est fixe dans R2, s'il est fixe dans R2, mais que R1 bouge, ben, ce qui va bouger, c'est la coordonnée de P dans R1, mais pas dans R2. Parce que P est fixe dans R2. Si P est fixe dans R2, mais comme ici on a un repère mobile, voilà, lui bouge, ben le point sera vu bougeant par R1, mais pas par R2, mais pas par R2, parce que dans R2 il est fixe. C'est la relativité des repères, hein. C'est comme ça. Si R1 bouge, P est vu mobile par R1. Et P voit R1 comme étant mobile. Mais P est fixe dans R2. Donc dans R2, le repère R2 voit P fixe. P est vu fixe dans R2. P est vu mobile dans R1. Et P voit R1 mobile. Si, bien sûr, R1 bouge. Si R1 est mobile et que R2 est fixe. On peut avoir des cas de figure. Hein. R2, lui, serait mobile. R1 fixe. On pourra avoir R1 mobile et R2 mobile. C'est tous des cas de figure qu'on peut avoir. Mais disons qu'ici, on a une transformation spatiale par translation de vecteurs au 1, au 2. Le vecteur de translation, vous voyez ce qu'il est. Le vecteur de translation, c'est celui-là. Donc ça veut dire quoi? Ben, comme il y a deux repères, qu'il y en a un qui est en translation par rapport à l'autre, ben, le point n'est pas vu de la même façon dans un repère comme dans l'autre. C'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Et donc, il faut... Là, et alors là, on a les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes. Voilà. D'un point P par rapport à deux repères
mu en translation. De nouveau, la translation, elle est vue ici. Et quand je mets coordonnées, c'est coordonnées cartésiennes. La translation, elle est là. Tout comme elle était ici. Voilà. Alors, comment on obtient ces coordonnées cartésiennes? Bien sûr, vous aurez compris que c'est par projection, hein, sur les axes. C'est par projection sur les axes, tout simplement. On projette orthogonalement sur les axes. On va chercher, voilà, les coordonnées cartésiennes. Et donc, il faudra s'y tenir, je veux dire, à l'écriture. Hein. En robotique, voilà, dans les robots manipulateurs, en robotique, il n'est pas question de faire ce qu'on veut. Il faut se maintenir à une ligne de conduite, à une ligne directrice. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut suivre la standardisation. Quand il y a une standardisation, ce qu'on demande à une standardisation, c'est de, voilà, justement, de respecter les écritures relatives à cette même standardisation, puisqu'en fait, elle a été créée à des fins, voilà, pour s'y retrouver. Alors, quel est l'avantage d'une standardisation si tout le monde l'utilise? Ben, c'est comme en mathématiques, si le professeur demande de faire un problème de géométrie analytique, si chacun prend son repère, ben, je veux dire, c'est un petit peu embêtant. Parce que le professeur devra vérifier les points où ils sont pour chaque repère. Donc il va se dire, bon, tout le monde prend le même repère, et voilà, tout le monde aura la même chose. Si vous prenez un repère rectangulaire, ben voilà, le point 2, 3 par rapport à l'origine est au même endroit pour tout le monde. Par rapport au 0, 0 bien sûr. Hein, par rapport au 0 fixé. Une fois que le 0, 0 est fixé sur la feuille, tout le monde, le point 2, 3 sera au même endroit par rapport au 0, 0. Pour tout le monde. Voilà. Contrairement à des axes qui ne sont pas orthonormés, à ce moment-là, bon, on peut pas avoir tout et de n'importe quoi. Le 2, 3 peuvent être peut-être beaucoup plus loin par rapport au. Voilà, on pourra avoir. Supposons qu'il y en a un qui utilise un repère comme ceci dans une interrogation. Voilà, ça, c'est un repère qui n'est pas orthonormé. Ben, le gars qui va mettre 2, 3, ça c'est 1. Le 2 il est là. Supposons que le 1, on va pas le mettre trop haut parce que sinon ça va pas. Alors si vous avez compris que c'est le vecteur I, et là c'est J. Alors je vais mettre le point 2, 2. Parce que c'est vrai qu'ici 2, 3. Alors si je vais chercher, là on a le 1. Supposons que je mette le 2 ici. Ben, le 2, 2 il sera là. Ça c'est la coordonnée 2, 2 pour ce repère-ci, IJ. Contrairement à un repère comme ceci, orthonormé, même norme, IJ comme ceci, il est perpendiculaire ici, ben, 2, 2, tout le monde par rapport au 0, 0, le 2, 2, tout le monde aura le 2, 2 par rapport. Et justement, si le 2, 2 n'est pas au bon endroit, par rapport au 0, 0, c'est que tout le monde après un repère rectangulaire, c'est que l'exercice n'est pas bon, tout simplement. L'exercice n'est pas bon. D'où une standardisation que tout le monde doit utiliser le même repère. Comme ça, le professeur, bon, pour corriger, c'est beaucoup plus facile. Les ROD, c'est beaucoup plus facile, surtout sur AutoCAD, bon, il existe tout pas non plus de repères. Et je veux dire, vaut mieux prendre un repère droitier. Quand on est habitué avec le repère droitier, ben, voilà, on sait travailler dessus assez aisément. Et on ne change pas de repère, je veux dire, à tout azimut. Et ici, c'est la même chose. Quand on demande de respecter une standardisation, c'est pour que tout le monde comprenne
Voilà. Et en programmation, il y a aussi de la standardisation. Voilà, il y a de la standardisation qui fait que, bon, et alors au sein même d'un groupe d'informaticiens, programmeurs, parce que l'informatique c'est différents métiers c'est différents métiers. Alors je parle de programmeur. Euh, si je prends le programmeur, ben, s'il travaille en groupe, ben, il essaiera de faire, ils essaieront, ils tâcheront d'avoir une standardisation que tout le monde comprend. Parce que s'il y en a un qui utilise voilà, sa programmation à lui, et sa façon de faire, et voilà, qui l'appelle n'importe comment les autres ne comprendront pas. Donc il faut qu'il y ait une standardisation. Notamment, la première standardisation qu'on fait en informatique, ben, c'est déjà de nommer les variables correctement. De manière à ce que quand on voit la variable, on la comprend. Voilà, voilà, tout ce qui est variable est, je veux dire, explicité par un nom qu'on comprend. Par exemple, je vais faire un calcul en informatique, par exemple, hein, j'ai une hauteur. Eh bien, la hauteur, je vais l'appeler hauteur. Hauteur. Alors, s'il y a plusieurs hauteurs, underscore 1. Hauteur 1. Voilà, par exemple, je l'appelle comme ça. C'est une variable, par exemple, entière. Par exemple, int de integer. Voilà, variable entière. Voilà. C'est un entier. Int hauteur 1. Voilà, donc c'est une variable. Alors il y a des programmations, on dit ma variable. Enfin bref, le langage de programmation, il y en a beaucoup. Bon, enfin bref, ici int hauteur 1, ben, on voit bien que le mot signifie hauteur. Donc ça veut dire que si un autre programmeur doit reprendre un module de programmation pour l'insérer, l'incorporer à une chaîne de programmation, ça c'est un module, ben, l'informaticien qui va voir ce mot hauteur là, qui va recevoir le module, il sait de quoi on parle. Et donc c'est une facilité. Voilà, au sein même d'un même groupe, ils se standardisent les choses de manière à ce que ce soit compréhensible pour tous les membres qui vont voilà, prendre le programme modulaire et voilà, l'appliquer en chaînon. Ce sera des chaînons modulaires voilà, qui vont être mis en œuvre. Et donc chaque informaticien comprendra que quand il a le mot hauteur, ça relative à une certaine hauteur. Et alors si on explicite comme ça toutes les variables qui standardisent les choses, et les choses peuvent être standardisées à plus d'un à plus d'un titre. Hein. C'est pas que comme ça qu'on peut standardiser. Il y a différentes façons de standardiser. Pour ça, il faut que les informaticiens tiennent une réunion et mettent au point, je veux dire, la, la façon dont les choses vont se présenter dans la programmation pour que s'il y a des modules de programmation qui se feront dans des groupes différents, ben, quand on va tout ramener tous ces modules-là, ben, que tout soit compatible comme quand on monte une voiture. Hein. Voilà. D'où la programmation orientée objet. C'était fait pour ça. C'était pour avoir une programmation modulaire. Modulaire et que chacun peut programmer de son côté un module et puis tout monter comme on monte une voiture. Les pièces d'assemblage d'une voiture. On va dire ça comme ça. Pour monter là. Et alors, si maintenant tout le monde a travaillé de manière standardisée, il est plus facile de faire une lecture en cas de problème dans le programme. Voilà, et c'est ça. Donc la standardisation, c'est justement ça. Standardisation, c'est pour que tout le monde utilise les mêmes choses à des fins de compréhension pour tout le monde. Bon, parce que si chacun utilisait ces petites règles, je veux dire, ça n'irait pas. C'est pour ça que généralement dans les pays, il y a des autorités qui s'occupent de réglementer les choses à leur façon. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas que chacun fait sa loi. La loi est standardisée. Au sein d'un même pays, on va se dire, bon, ça doit fonctionner comme ça pour telle chose et telle chose. C'est pas que chacun fait à sa façon. Et donc à ce moment-là, on a une multitude de règles, on ne s'y retrouve plus. Quand il y a un problème, on ne s'y retrouve plus. Donc le problème, c'est justement ça, c'est quand il y a un problème. Le problème, c'est quand il y a un problème, parce que quand il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais quand il y a des problèmes, à ce moment-là, il faut réunir les personnes et se mettre d'accord. C'est surtout ça le problème. Donc avoir un certain point de vue.
Et le point de vue, le meilleur point de vue qui est donné, c'est la standardisation. Et notamment, au niveau scientifique, on a des standardisations. On a des standards scientifiques, notamment au niveau... Et alors, il existait différentes périodes de standardisation. Les unités de mesure de maintenant n'étaient pas forcément celles d'avant. J'utilisais des autres, voilà, des autres mesures pour certaines, voilà, pour certaines grandeurs physiques. Et donc, la standardisation ramène à ce que tout le monde ait un même point de vue. Il n'y en a pas un qui va parler en schmilblick et l'autre en quart de mesure ou l'autre en tiers de mesure. Non, c'est soit le mètre, soit voilà, le mètre avec ses multiples et sous-multiples, et soit la seconde avec ses multiples et sous-multiples. Voilà, et on va pas aller, je veux dire, par quatre chemins. Si y en a qui commence à utiliser voilà, un schmilblick, et puis l'autre un quart de mesure, l'autre un temporel moins 4, et je veux dire, ça n'arrange pas les bidons pour comprendre. Ça va rajouter de la compréhension à la compréhension. Alors ceci étant dit, c'est pour ça qu'il faut tout standardiser. Et ici, parler de robotique, notamment de transformation spatiale par translation, ben, si vous voyez ça, c'est que c'est une translation. Et elle doit être écrite ainsi, et pas autrement. Il n'y a plus de IJK, il n'y a plus de E1, E2, E3, c'est comme ça. Ça va être comme ça, et pas autrement. Et chacun doit travailler sur base de ça. Je vous remercie.